Régulièrement dans la tourmente, le monde financier est en train de vivre sa plus importante transformation. Les usages contemporains forcent certaines banques à fermer des centaines d'agences et à sortir de leur tour d'argent pour appréhender de nouveaux entrants, les startups fintech. Mais alors, quel avenir pour nos banques? La révolution numérique va-t-elle vraiment servir le client? La monnaie va-t-elle disparaître? Toutes ces questions, nous nous les poserons dans ce nouvel épisode des Héros du Web avec Céline Lazorte, fondatrice de la startup Litchi, Éric Charpentier, fondateur de la néobanque Morning, et Eric Larchevêque, président du spécialiste français de la blockchain Ledger. Mais pour démarrer cette émission, rencontre avec Ronan Lemoyle, directeur général du Crédit Mutuel Arkea. Il compte faire de son entreprise la banque des startups du numérique, rien que ça. En 1964, Louis de Funès jouait dans un film qui s'appelait « Faites sauter la banque ». Est-ce que faire sauter la banque, c'est ce qui attend aujourd'hui les banques ? Alors moi je pense qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe c'est que les banques n'ont jamais été aussi solides financièrement qu'aujourd'hui et en même temps elles ont une vraie révolution à faire sur la promesse qu'elles font à leur clientèle. Donc sauter la banque pas tout à fait, mais en tout cas se réinventer, il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est vrai. Pourtant aujourd'hui quand on questionne les clients des banques, ils nous disent clairement qu'ils sont plus ou moins satisfaits de leur banque dans la mesure où ils ont du mal à comprendre les tarifications, il y a toujours des petites surprises négatives sur leur compte et je passe l'absence de certains services. Ils sont assez rudes là-dessus, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui apportent des nouveaux services. C'est pas trop tard pour les banques? Non, je pense que c'est pas trop tard. D'abord, ce qui est vrai, c'est que le conseiller, pas la banque, mais le conseiller intuitif personnel, il a de très bonnes relations avec son client en général. Ça, c'est un point qu'il faut retenir. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'attendent plus seulement qu'on leur vende des produits, mais attendent qu'on les accompagne dans une dimension que je qualifierais de coaching financier finalement. J'ai des projets, qu'ils soient construire une maison, préparer ma retraite ou autre chose, et je veux que mon conseiller soit là pour m'accompagner dans cette dimension-là. Et c'est sur ces dimensions qu'il faut travailler davantage à l'avenir. On ne veut plus seulement, quand on est client, venir acheter les produits, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est trouver des solutions qui correspondent à mes moments de vie à moi. Et ça, c'est une vraie révolution organisée aussi, celle sur laquelle travaillent les nouveaux entrants notamment. Certains ne sont pas patients parmi vos clients et décident de créer leurs propres services, les services qui ont manqué en fait en tant que consommateurs et créent donc leur start-up. Vous percevez ça comment? Est-ce que c'est une contrainte pour vous? Est-ce que c'est une menace ou quelque chose de plus positif? Pour ce qui est le Crédit Mutuel Arkea, parce que je peux parler du Crédit Mutuel Arkea, nous on est une banque que je qualifierais de très technophile et plutôt une banque agile au sens de sa taille. Donc on a un ADN qui est fait à la fois d'agilité et de technologie. Ces nouveaux acteurs qui arrivent sont des gens qui jouent plutôt sur cette fibre technologique et cette fibre d'agilité. Donc moi je ne les vois pas comme des concurrents, je vois plutôt comme des gens qui apportent des solutions nouvelles, complémentaires aux nôtres, avec lesquelles on sait bien parler. Et finalement ceux qu'on nomme des barbares, ce sont comme ça qu'on les appelle quand on parle de ce qu'on a, les fintech notamment, sont des gens avec qui on travaille plutôt bien et qui on a noué des relations et qui peuvent être une partie de nos solutions de demain. Vous parlez de complémentarité, vous allez même aujourd'hui jusqu'à acheter, racheter, acquérir ces startups. Je pense notamment à Litchi récemment. Pourquoi faire de l'acquisition de startups aujourd'hui qui sont des structures assez différentes des vôtres? Et puis est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est la priorité numéro 1, en tout cas c'est une des priorités. Ce qui est sûr si on pense à Litchi, c'est que c'est une opération qui nous permet d'aller plus vite sur un marché sur lequel on avait pris du retard. C'est une opération sur laquelle on va être capable d'aller chercher la valeur ajoutée par des synergies qu'on va organiser entre Litchi et la dimension commerciale qui est la nôtre par ailleurs. Et c'est une opération qui fait du sens aussi parce qu'on est très attaché, nous, aujourd'hui, à se dire que des startups en France, elles ont 3 solutions pour grandir, si je schématise. La première, c'est d'aller lever des fonds dans les fonds d'investissement. La deuxième, c'est de faire coter en bourse. Et la troisième, c'est que peut-être des industriels, ce qu'on appelle des investisseurs stratégiques, soient à leur côté pour les accompagner et les faire grandir. Et je crois que même si ce n'est pas la dimension numéro 1, qu'un des rôles des acteurs industriels que nous sommes, c'est parfois de prendre des participations qui font du sens pour elles et qui en même temps permettront de construire des champions français et européen du numérique. Pour comprendre les raisons qui ont poussé une start-up florissante comme Litchi à se faire racheter par un groupe bancaire, nous sommes partis à la rencontre de sa fondatrice, Céline Lazorte. Elle nous dit tout sur les coulisses de ce rachat. Litchi fait partie de ces premières startups dont on a parlé dans le secteur de la finance. Aujourd'hui, vous faites racheter, on peut le dire, par Crédit Mutuel Arkea, puisque 86% de votre capital leur appartient. Pourquoi vous êtes fait racheter ? Effectivement, en septembre dernier, on a cédé 86% du capital de Litchi à Crédit Mutuel Arkea. L'objectif de ce partenariat, c'est parce que quand on est entrepreneur, on cherche le meilleur partenaire à chaque moment de la vie de son projet. Donc j'ai démarré Litchi il y a presque 7 ans. J'ai au démarrage levé des fonds, puis fait une deuxième et une troisième levée de fonds. Tout ça avec l'objectif de permettre de supporter et d'accompagner la croissance du projet. D'abord un projet franco-français, puis européen, puis très international.
Et en septembre dernier, l'offre de Crédit Mutuel Arkea m'a séduite parce que ça m'a semblé être le meilleur partenaire pour nous accompagner et nous aider à développer l'ambition conséquente qu'on a et notre vision qui est d'affirmer notre rôle de leader. Donc c'est à la fois un partenariat effectivement financier, un partenariat stratégique et un partenariat technologique. Alors on voit bien dans vos propos l'intérêt justement pour votre start-up pour se développer. Mais c'est quoi l'intérêt pour le Crédit Mutuel Arkea? Qu'est-ce que vous avez qu'ils n'ont pas su créer par le passé? Je crois qu'ils ont racheté d'abord Litchi.com, qui est le leader de la cagnotte en ligne, presque 7 ans d'existence, un service gratuit, 5 millions de clients, disponible dans 150 pays, des projets, des cagnottes assez incroyables, financement à la fois très humain, de solidarité. C'est également une marque, une technologie, donc je crois que c'est tout ça, Litchi. Et puis c'est également Mangopay, qui est un service B2B à destination, donc c'est une API de paiement à destination des plateformes de crowdfunding, de consommation collaborative et des marketplaces. Mangopay, ça a 3 ans d'existence, permet aujourd'hui à plus de 1000 plateformes en Europe d'encaisser leurs paiements. Donc c'est un développement et une croissance assez extraordinaire, une technologie, des centaines de millions d'euros collectés par an, donc c'est tout ça qu'ils ont racheté. Ce qui séduit aussi chez vos utilisateurs, c'est peut-être aussi cette indépendance. Je le rappelle, vous êtes une des premières startups dont on a parlé dans le secteur de la finance, aujourd'hui une des premières à se faire acheter. Est-ce que c'est pas signe de la fin de l'indépendance des startups? Je crois que c'est tout l'inverse, au contraire. C'est vrai que nous, on a commencé il y a quelques années, avant même que le terme de fintech n'apparaisse. Donc on a effectivement un certain degré de maturité. Aujourd'hui, Litchi et Mangopay, c'est 60 employés, 4 bureaux en Europe, en France, à Luxembourg, en Angleterre, en Allemagne. Donc effectivement, une entreprise rentable, beaucoup de technologie, donc un certain degré de maturité. Et c'est vrai qu'on se rend compte, je crois, de façon macro, que les fintechs ont besoin des banques et les banques ont besoin des fintechs. Et nous, on s'appuie aujourd'hui sur Crédit Mutuel Arkea parce que ça va nous permettre d'avoir accès à un certain nombre de technologies, avoir un certain nombre de supports. Mais pour autant, l'entreprise, le projet, il reste indépendant. La gouvernance n'a pas changé, je suis restée à la direction, je suis restée actionnaire, ainsi que le management. Donc il y a une vraie volonté d'avoir un support et un accompagnement qu'on ne pourrait pas avoir uniquement avec de l'argent et en même temps de continuer à dérouler notre vision et notre ambition qui est conséquente. Tandis que certaines startups cèdent aux sirènes des institutions bancaires, d'autres, jusqu'ici loin d'être une menace, se rêvent en néobanque. C'est le cas de la pépite toulousaine Morning, dont le fondateur Éric Charpentier nous a reçus à quelques jours de l'inauguration de ce nouveau campus. Jusqu'ici, les startups étaient considérées comme de véritables atouts pour les grands groupes bancaires puisqu'ils apportaient de nouveaux services. Aujourd'hui, vous décidez de vous attaquer frontalement à ces banques en créant ce qu'on appelle une néobanque. C'est quoi votre objectif? Notre objectif il est assez simple, c'est créer un nouvel acteur bancaire, totalement indépendant, totalement déconnecté des acteurs bancaires historiques. On n'est pas en train de créer une banque en ligne filiale d'une banque historique. On a entièrement développé cette banque-là, à la fois en termes de régulation, en termes de système d'information et en termes de management. Puisqu'une des innovations que l'on amène aussi, c'est la façon dont on gère des équipes, dont on imagine les produits qui font qu'on s'adapte au mieux aux consommateurs. En quoi vous êtes aujourd'hui plus légitime qu'une banque qui s'installe déjà depuis des années et qui est déjà connue du public? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a surtout une agilité à développer des produits qui s'adaptent aux besoins des consommateurs, qui font qu'on peut, par exemple, quand on est au restaurant, partager un paiement sur un restaurant qu'on vient d'avancer avec ses invités. Là où auparavant, l'opération de la carte apparaissait 2-3 jours après sur votre relevé, aujourd'hui elle sera instantanée. Et tout de suite, je pourrai, depuis une application mobile, partager ce restaurant avec mes amis. Voilà, ça c'est des usages très très simples qu'attendent les consommateurs pour reprendre le contrôle de l'argent. Et ça va de la gestion de la carte bancaire, la gestion du compte, faire des cagnottes aussi en ligne. Tous ces usages aujourd'hui seront regroupés dans une interface unique qui permet d'amener une nouvelle interface bancaire et surtout une nouvelle expérience bancaire. Oui, mais plus largement, aujourd'hui, vous êtes sur un marché qui est comme le marché bancaire. C'est très, très réglementé. Vous êtes une jeune start-up, à peu près une quarantaine aujourd'hui. Est-ce que vous êtes équipé pour faire face à ce genre de problématique? Alors, si on revient dans l'historique, il y a un an, on était 5. Aujourd'hui, on est presque 50. Entre-temps, on a obtenu l'agrément d'établissement de paiement. Et donc, aujourd'hui, on est complètement intégré dans l'environnement de la régulation, avec à la fois des logiques de contrôle interne, de sécurité informatique. Donc, ces sujets-là, aujourd'hui, sont maîtrisés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une des évolutions sur la révolution numérique, c'est que des acteurs comme nous, beaucoup plus petits, sont aussi capables d'intégrer de la technologie qui nous permet d'aller assez vite. Et en même temps, on est aujourd'hui capable de traiter la dimension réglementaire qui est la nôtre dans un marché, effectivement, comme vous disiez, qui est assez verrouillé. Mais la difficulté, c'est rentrer, on est rentré, et maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Alors je rappelle, c'est un changement qui est assez nouveau pour Morning. Mais comment est-ce que vous voyez évoluer demain le marché de la banque? Demain, on va continuer, nous, à réveiller la banque, en tout cas, en apportant de nouveaux usages. Les positions vont immanquablement évoluer.
Les banques en ligne aujourd'hui, filiales de banques traditionnelles, ne pourront pas rester finalement que de simples canaux de distribution avant de devoir aussi innover. Mais nous aussi, on va continuer à innover avec nos moyens et surtout des consommateurs derrière qui construisent avec nous, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la révolution et dans l'innovation. Et donc toutes ces positions vont évoluer et puis on va suivre ça de près immanquablement. Pendant que banques et startups redessinent les contours du marché, une innovation radicale débute son ascension. Annoncée comme une révolution aussi importante qu'Internet, la blockchain est dans toutes les bouches, de la défense à Wall Street en passant par les institutions politiques. Pour en parler, nous avons rencontré le fondateur d'un expert en la matière, Éric Larchevêque, fondateur de Ledger. Il y a un sujet qui passionne aujourd'hui, et en tout cas en ce moment, le monde de la banque, c'est la blockchain. La blockchain, tout le monde en parle aujourd'hui, mais par contre très peu de personnes ont compris ce que c'est. Comment définir cette notion ? La blockchain est une base de données publique et décentralisée, c'est-à-dire sans serveur central, dont les données sont distribuées donc, sur des nodes, des milliers de nodes dans le tissu d'Internet qui communiquent entre eux en pair à pair et qui a pour objectif d'enregistrer des transactions financières qui sont dénominées en Bitcoin, cette fameuse monnaie cryptographique, et ce de façon irréversible. Une fois qu'on a écrit dans la blockchain, on ne peut pas annuler ce qui a été écrit car elle obéit à un consensus distribué. Tous les acteurs du réseau vérifient en effet toutes les transactions qui y sont inscrites. Et c'est donc une sorte de source de confiance décentralisée, distribuée, qui permet de créer des applications extrêmement intéressantes, donc, comme par exemple Bitcoin, l'application la plus connue, mais aussi dans des verticales business assez larges comme l'industrie, l'énergie, et par exemple la notarisation, les preuves d'existence. Et donc quelqu'un qui aurait eu un diplôme d'une grande école pourrait se le faire certifier dans la blockchain, c'est-à-dire que ce serait accessible à tous de manière décentralisée, et donc ça a des usages extrêmement larges. Donc on l'a bien compris, le champ d'application est quasi infini. Si on se recentre sur la banque, aujourd'hui je crois savoir qu'il y a une quarantaine de banques dans le monde qui investissent le sujet. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les banques, l'arrivée de la blockchain ? Eh bien, dans la banque, au niveau de l'asset management, il existe des métiers de registre qui consistent à écrire des informations, mettre à jour des tableurs. Et la blockchain va permettre d'améliorer, d'optimiser ce process de façon assez importante. Et il y a donc un véritable enjeu de back-office, de fluidité du métier de la banque. Et donc aujourd'hui, les banques se mettent entre elles pour pouvoir travailler sur ces nouvelles technologies, car elles voient bien les enjeux d'efficacité, d'économie d'argent et de temps. Puisqu'au lieu de passer de 2 jours pour pouvoir faire du clearing, on peut passer à quelques dizaines de minutes. Et comme il s'agit d'une technologie open source, eh bien, tous les concurrents entre guillemets, peuvent se mettre autour de la table, travailler ensemble sur un sujet où ils savent que chacun ne va pas pouvoir en fait en tirer plus que l'autre, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une zone non militarisée, puisque c'est de l'open source. Est-ce que l'ambition de la blockchain aujourd'hui, c'est pas de désintermédier et peut-être même d'effacer la banque demain qui va potentiellement disparaître ? Alors si on parle de Bitcoin, la monnaie décentralisée, on a effectivement la possibilité de créer des services financiers qui sont orthogonaux au système classique et qui peuvent être donc directement concurrents des banques et ça de façon globale. Donc là, il y a effectivement un véritable enjeu pour les banques. Par contre, lorsque l'on parle de la technologie blockchain en tant que telle, eh bien, il s'agit plus d'une opportunité d'amélioration des process, d'optimisation du métier de la banque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les banques s'y investissent, puisqu'elles voient là la possibilité de pouvoir optimiser leurs flux et améliorer leurs marges dans le futur. En bref, tandis que les banques s'identifient aujourd'hui bien plus à Amazon ou Google qu'à leurs concurrents, une pléthore de startups menées par des novices de la finance viennent chambouler des pans entiers du marché. Mais ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. En quelques mois, la blockchain, dont tout le monde ignorait il y a peu l'existence, redessine à elle seule les contours d'un marché jusqu'ici difficile à transformer.